Montburgonde, un roman de Bernard Vialet, extrait. Il faisait nuit noire, ni lune, ni étoile dans le ciel. Des mois et des mois que cet hiver interminable s'éternisait. Sinistre époque pour les rescapés du grand cataclysme. Il y avait longtemps qu'il ne faisait plus bon vivre sous ces latitudes autrefois tempérées. On approchait de la fin mai, et il gelait encore à pierre fendre, comme si on se trouvait encore au pire de l'hiver. Chaque année, le froid durait un peu plus longtemps, se montrait plus insidieux, plus tenace. Il ne se résignait à lâcher prise que toujours plus tard, rendant de plus en plus difficile la vie des occupants de la station 124. Mais pouvait-on vraiment appeler station d'exploitation ces 5 malheureuses baraques de chantier nichées frileusement au pied de cette falaise de calcaire? Tout juste un minable campement de nomades. Le froid accélérait la clochardisation des hommes. En les observant de plus près, on aurait pu se rendre compte que ces sortes de conteneurs devaient être à l'origine de véritables modules d'habitation fort sophistiqués, bénéficiant de toutes sortes d'avancées techniques de la domotique, robotisation généralisée, ventilation et filtration de l'air ambiant, climatisation ou chauffage par pompe à chaleur air-air, circuit fermé pour l'eau avec épuration intégrale et recyclage automatique des déchets. Le tout inspiré de la vie dans les anciennes stations spatiales. Ainsi, l'humain pouvait-il vivre indéfiniment dans les environnements les plus hostiles. Et tel était bien le cas. Ces modules très dégradés, alignés les uns à la suite des autres, formaient un rectangle ouvert sur un seul côté. Ils se faisaient face 2 à 2, et le 5e délimitait le fond d'une sorte de cour intérieure. L'ensemble ne payait pas de mine, et ne donnait plus une impression de délabrement misérable que de high-tech prétentieux. Chaque cabane ne comportait qu'une porte et qu'une fenêtre protégées par des barreaux. Les belles peintures bleues, vertes et oranges d'origine étaient devenues pisseuses, passées, fort proches du grisâtre, du marron crasseux, avec de grandes plaques de rouille lépreuse. Les toits plats laissaient sortir des conduites de fumée noires de suie qui avaient été rajoutées un peu n'importe comment. Par endroits, de grandes bâches de plastique kaki ou bleu les recouvraient, certaines pour pallier le manque d'étanchéité. Elles étaient maintenues en place par des cailloux, des mottes de terre ou de gros cordages. Sans doute craignait-on qu'elles ne s'envolent un jour de grand vent. Cependant, pour certains, ce triste endroit aurait pu sembler une oasis dans le désert, une terre d'asile ou un refuge bienvenu. Tout est relatif. Pour qui ardent le froid, pour qui est sans feu ni lieu, la moindre grotte, le plus modeste abri, est toujours préférable à rien du tout. La porte du module de droite s'ouvrit, livrant passage à un homme bedonnant, une quarantaine d'années, de taille moyenne. Il portait un long manteau de cuir noir, fort usé, dont les pans arrivaient jusqu'au sol. Des bottes de cavalier, qui ignoraient l'existence du cirage, et étaient coiffées d'une sorte de chapka à oreillettes de fourrure. Il promena un regard inquiet sur la petite cour et sur les abords immédiats de la station. On y voyait goutte. Mais le silence presque absolu qui régnait alentour dut le rassurer, car il posa contre le mur le long gourdin qu'il tenait à la main. D'un pas lourd, il descendit les 2 marches constituées par quelques parpaings empilés devant sa porte et se dirigea vers une sorte de vieux baril de pétrole rouillé et percé de trous. Les crétins ont laissé s'éteindre le feu, maugréa-t-il pour lui-même. Le fond du brasero était encore rempli de cendres chaudes et heureusement de ci de là quelques restes de braise rejoillaient encore. L'homme rentra dans sa baraque et en ressortit aussitôt avec un vieux journal jauni dont il froissa quelques pages avant de les jeter dans le gros bidon. Il devait être environ 7 heures du soir. Le moment de tous les dangers, celui où les vagabonds, les rouliers, les chiens errants et les vers géants rôdaient, celui où tous les déchets humains ou animaux cherchaient la pitance du soir et le coin pour dormir. Le papier imprimé commença à noircir, puis quelques flammes timides s'élevèrent. L'homme lança à voix haute. « Yod a pris son quart. Tout est calme autour du poste.
le feu est relancé. Yod a pris son quart. Mais pour qui émettait-il ces paroles rassurantes? Pour les habitants de la station terrés dans leur tanière métallique ou en direction d'éventuels intrus? Yod ramassa quelques morceaux de bois provenant d'une cagette de légumes et les plaça un à un très délicatement sur le feu. Il lui fallait l'alimenter sans l'étouffer. Il lança un nouveau regard circulaire. Manifestement, il n'était pas rassuré. Les flammes dépassaient maintenant l'ouverture du baril. Par contraste avec l'obscurité alentour, elle réduisait encore plus son champ de vision déjà bien limité. Seul le silence pouvait lui donner l'illusion d'une complète solitude et d'une absence de présence humaine ou animale. Mais il n'en était rien. À moins de 50 mètres de là, deux paires d'yeux l'observaient fixement, depuis un bosquet de lauriers. Yod est à son quart, rien à signaler. Yod est à son quart. La grosse voix chevrotait légèrement. Il devait s'agir d'une procédure convenue pour que les habitants sachent que le guetteur était toujours actif, qu'il ne s'était pas endormi et surtout qu'il ne lui était pas arrivé malheur. Les deux formes tapies dans le fourré ne perdaient pas une miette de la scène. Elles étaient d'autant plus intéressées que la porte de la baraque, placée juste en face de celle de Yod, s'ouvrit et qu'une femme âgée apparut. Elle portait un gros manteau de feutre marron, enfilé par-dessus une robe de chambre en tissu polaire vert pomme. Elle se nouait autour de la tête une large écharpe bariolée et tricotée au crochet, avec des restes de laine de toutes les couleurs. En traînant de gros chaussons doublés de peau de mouton, elle s'approcha du brasero d'un pas fatigué. « Qu'est-ce que vous venez faire dehors, la mère Beau ?» lui demanda Yod. « C'est pas votre tour de garde. »« Je viens juste vous tenir un peu compagnie, je m'ennuie tellement dans ma tanière. »« Dans ce cas, j'y vois pas d'inconvénient, dit l'autre. Mais ça ne comptera pas dans votre temps de surveillance, on est bien d'accord. »« C'est compris comme ça, répondit la grosse femme. Ils restèrent un moment silencieux à regarder le feu, perdus dans leurs pensées. Puis la conversation reprit son cours. « Quel froid de loup, dites donc. On se demande quand on verra le soleil. Vous croyez qu'on va encore avoir de la neige? Non, la température est bien trop basse. Après tout, c'est pas plus mal. La pluie et la neige sont encore plus désagréables que ce froid sec. Et puis, moi, le ciel nous arrose d'acide, mieux ça vaut. »« Ah oui, approuva la vieille. Surtout pour les toitures. Cette saleté d'humidité a tout rongé. Des tôles épaisses comme le pouce, et qui auraient pu tenir 100 ans, et les voilà pleines de trous. Si vous n'aviez rien fait, l'eau coulerait jusque dans mon lit. » « Et on se demande d'où il sort tout cet acide, dit Yod. Il n'y a pas la moindre usine, il y a des milles et des milles à la ronde. Rien, aucune activité. Donc aucune pollution en principe. Vraiment, c'est à rien y comprendre. Le ciel et la terre sont malades, mon pauvre Yod. Oui, tout est détraqué maintenant, approuva-t-il. Est-ce que je verrai un jour le retour de la chaleur? Rien n'est moins sûr, lança la vieille, d'un ton d'une tristesse infinie. Ne dites pas ça, la mère Beau. Vous êtes peut-être la plus solide de nous tous. Et cet isolement. On ne sait plus rien sur rien. Ça ne nous empêche pas de vivre. Les nouvelles étaient toujours mauvaises avant. Et il y a bien pire que ça. Plus rien ne fonctionne ici, depuis que toutes nos batteries sont à plat. À sa flambée, Yod ajouta un vieux pneu de vélo qui se mit aussitôt à brûler en dégageant une âcre fumée noirâtre dont l'odeur était carrément irrespirable. Ils durent faire 2 pas en arrière pour ne pas suffoquer. « Faux n'est pas encore rentré à la station, s'inquiète Beau. »« Non, il ne devrait pas tarder. Il se fait tard. J'espère qu'il ne lui est pas arrivé malheur avec tous ces malhonnêtes qui traînent dans les chemins. Je crains toujours le pire. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Faux ne risque rien, même au plus profond de la forêt. Qui serait assez débile pour s'attaquer à une pareille masse de muscles? » « Oui, c'est vrai, reconnut Beau. Je me félicite tous les jours de vous avoir trouvé pour nous défendre, la petite et moi. Sans vous, il y a longtemps que nous ne serions plus de ce monde. N'exagérez pas, la mère. Cependant, je dois reconnaître que c'est parce que nous formons un groupe uni et bien organisé que nous arrivons à survivre dans cet environnement hostile. Vous avez sûrement raison, Biot. Mais je ne suis qu'une pauvre vieille sans force, un poids mort. Je ne vous sers pas à grand-chose. Ne dites pas cela, Mirbeau. Malgré votre grand âge, vous nous rendez plus de service que cette petite carce de goût. Au fait, vous l'avez vu aujourd'hui?
Non, pas de la journée. Cette feignante n'a sûrement pas quitté son lit. Pour ce qu'elle y fabrique, soupira le gros bonhomme. En tout cas, elle aura intérêt à assurer son tour de garde comme tout le monde. Vous y croyez, non, ça, Yod, dubitatif? Pas plus que vous, mon pauvre. Mais notre grand chef va bien finir par y mettre bon ordre. Allez, je me rencagne. Il fait vraiment trop froid dehors. Je file. Prévenez-moi dès qu'il sera de retour. Comptez sur moi, la mère, fit l'autre en sautillant d'un pied sur l'autre pour ne pas laisser le froid s'emparer de ses extrémités. Elle a ramassé quelques vieilles chambres à air de mobilette, ainsi que des bouts de bois, des bouts de carton, de plastique pour allumer le feu. Puis il se mit à chantonner. Yod veille au grain, triste ou serein, Yod pense à tout, Yod veille sur vous. Sur un air de summertime plus ou moins librement adapté. La nuit semblait particulièrement calme. Il n'allait sûrement rien se passer de particulier. Dans le buisson touffu, la forme la plus longue se mit à chuchoter. Ils n'ont pas l'air d'être bien nombreux dans ce poste. Il y a une petite lumière dans la deuxième cabane, à gauche. Ils ne doivent pas être plus de 3 ou 4. On pourrait tenter notre chance. Oh oui, mon oncle, répondit la petite silhouette qui claquait des dents. Tu as froid, mon petit, tu trembles de tous tes membres. J'aimerais bien trouver un abri, murmura l'enfant. Espérons qu'ils nous recevront courtoisement, dit l'homme. À première vue, ils n'ont pas l'air bien méchants. Et surtout, ils n'ont pas de chien, mon oncle. Alors les deux hommes se levèrent, sortirent de leur cachette et s'avancèrent vers la station 124. Ils se sentaient comme attirés par la chaleur rassurante du brasero. Dès que Yo les aperçut, il poussa un hurlement un peu inhumain. Halte là! Qui que vous soyez, ne bougez pas! Maintenant, il les distinguait nettement. Il avait devant lui un grand homme, assez mince, barbu, les traits émaciés, sous un chapeau à large bord, et le corps revêtu d'une sorte de houppelande de berger ou de pèlerin. À ses côtés, tremblant de froid, se tenait un petit gamin, une dizaine d'années, portant une petite casquette en tissu pied de poule beige, avec ses cheveux filasses, un blouson de nison rouge molletonné et en lambeaux, et une sorte de pantacourt en fine toile grise qui ne protégeait nullement des mollets de coq bleuis par le froid. Les grosses galoches éventrées qui couvraient ses pieds nus achevaient de dénoncer son état de petit vagabond. L'homme, qui ne devait pas avoir plus de la quarantaine, s'appuyait sur un long bâton de pèlerin sculpté grossièrement et terminé par une crosse représentant une tête de serpent. Il portait un sac à dos en peau de sanglier qui semblait assez lourd. Le cri de Yod avait littéralement figé sur place les deux arrivants. « Qui donc êtes-vous » lança le gros bonhomme d'une voix mal assurée. « Vous a jamais vu dans le coin. Je me nomme Marwin. Et voici Eld, mon petit compagnon d'infortune. » « Et que ne voulez-vous » demanda Yod en s'emparant de son gourdin en se frappant la paume de la main gauche. « Rien qu'une soupe chaude et un coin pour passer la nuit. Le petit grelotte de froid. J'ai peur qu'il ne finisse par attraper le haut mal. » Solidement campé sur ses grosses jambes, Yod ne bougeait pas du milieu de sa cour. Les deux autres avancèrent de quelques pas, sentant qu'il fallait mettre à profit la moindre hésitation. « Halte là » cria l'homme de garde, qui se la jouait gros bras, car il n'avait aucun autre moyen sérieux de les maintenir à distance. Et dire que la station avait autrefois disposé de lanceurs laser et même de neutraliseurs taser, qui ne leur servaient plus à rien aujourd'hui avec leurs batteries déchargées. « Êtes-vous armé » interrogea Yod. « Non » répondit Marvin, « nous ne portons aucune arme. Alors posez ce bâton » lui ordonna Yod. Le grand mec s'exécuta en déposant son bourdon le long de la porte de la baraque de Yod. Il avait profité des négociations pour venir au plus près du brasero. Le gamin blond, qui tremblait de froid, ne lâchait pas sa main. « Et arrêtez d'approcher, sinon je cogne !» Le gros se sentait un peu plus rassuré depuis que le grand intrus s'était séparé de ce qui aurait pu lui servir d'arme. « Et ce môme » poursuivit-il, « d'où il sort ? On n'en trouve plus qu'un dans le coin avec toutes ces femmes qui meurent en couche. Il s'appelle Eld. Je l'ai trouvé qui traînait parmi les ruines du village. Vous êtes venu de Douy ? Mais il n'y a plus rien là-bas. C'est bien pour ça qu'on a poussé jusqu'ici. On n'a même pas trouvé d'eau potable dans les décombres. » L'enfant intervint dans la conversation sur un ton suppliant. « Alors il nous prend, mon oncle. J'ai froid. Je meurs de faim. »« Doucement, le mioche, » grogna Yod. « C'est pas moi. Et qui peut prendre la décision ? Il va falloir voir avec le boss. » « Alors, on parle de moi » lança une grosse voix caverneuse qui semblait sortir des ténèbres. « Ah, c'est toi qui montes la garde, Yod !» Un immense gaillard barbu, de près de 2 mètres de haut,
apparut dans le cercle de lumière. Il était coiffé d'une sorte de casque de cuir, comme en portaient les aviateurs à l'époque des faucheurs de Marguerite. Son grand corps était revêtu d'une large pelisse de fourrure brune, et ses pieds immenses étaient chaussés de grosses bottes en caoutchouc vert. En travers de son dos pendait une gibecière en toile de jute qui semblait presque vide. Yaud, qui sont ces gens? Des étrangers de passage, Fouillenne, des vagabonds qui demandent l'asile. Et pourquoi on le leur accorderait, hein? Qu'est-ce qu'ils offrent en échange?